Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. L'énergie nucléaire est-elle vraiment si bon marché? C'est la question que se sont posées cette semaine les sénateurs de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. Ils ont en effet auditionné les responsables allemands de l'Agence fédérale de l'électricité. Il faut dire qu'en France, l'électricité est 25% moins chère qu'en Allemagne. Tout de suite, donc, direction la salle Clémenceau pour suivre les travaux de cette commission d'enquête. Bonne matinée à tous. Je voudrais remercier Madame Annegret Grobel d'avoir accepté de venir. Bon, qui parle un petit peu français, mais je crois que pour le débat, nous avons un interprète, nous avons des écouteurs et je pense que vous allez parler en allemand. Je voudrais vous remercier beaucoup d'être venu. Je crois que vous avez été informé de cette commission d'enquête. Le sujet que nous traitons est un sujet sur lequel il y a une attente de la part des Français, parce qu'il est évident que le coût d'énergie et le prix de l'électricité, il est fonction de notre mix énergétique. Et comme en Allemagne, comme dans beaucoup d'autres pays européens, ce mix énergétique est en train d'évoluer compte tenu de la conjoncture économique, compte tenu du problème du nucléaire à la suite de Fukushima, compte tenu d'un certain nombre de sujets. Alors pour que nous puissions profiter de votre expérience et notamment de votre rôle auprès du régulateur allemand, notre rapporteur vous a adressé au préalable un certain nombre de questions sur lesquelles vous avez pu, je pense, travailler un petit peu. Pour que tout soit bien enregistré, il va se permettre de rappeler les questions, puisque ce débat est à la fois filmé et enregistré. Monsieur le rapporteur. Très rapidement, les questions. La première question portait, Madame Grobel, sur la présentation du marché de l'électricité en Allemagne, dans votre pays. Deuxième question, est-ce que ce prix actuel de l'électricité dans votre pays reflète correctement les coûts réels de l'électricité? Troisième question, quelle est l'évolution du prix de l'électricité dans votre pays pour les 5 années à venir? Quatrième question, comment devrait évoluer le mix électrique et notamment la part des énergies renouvelables, et puis vous pouvez nous parler du choix qui a été fait en Allemagne de la politique en matière d'électricité. Et cinquième question, quelle est votre position sur les réseaux de transport, les smart grids, enfin l'ensemble des réseaux intelligents? Y a-t-il une réflexion spécifique en Allemagne sur ce point? Voilà. Monsieur le Président, j'ai voulu résumer les 5 questions de telle manière qu'on laisse plus de temps à Madame Grobel. Merci, Monsieur le rapporteur. Ok, merci de m'avoir invité et je commence un petit peu en français parce que j'aime bien la langue. J'ai fait des études ici à Paris, donc c'est un peu un challenge. Et puis sur la situation et sur le marché en Allemagne, bien sûr. Et puis après, pour les questions plus techniques, j'utilise l'allemand. Moi, comme vous savez, je suis ici pour les régulateurs allemands qui régulent et on a un régulateur pour les 5 secteurs, pour l'électricité, pour le gaz, pour la télécommunication, pour la poste et aussi pour le réseau des railways. Ce sont les 5 secteurs. Il y a beaucoup de synergies là dessus aussi. Donc, en Allemagne, on a déjà fait l'ouverture du marché à la concurrence dès 1998. Lors des premières directives européennes sur la réalisation du marché intérieur. À partir de cette date, on a aussi on a permis les consommateurs de changer leurs fournisseurs. Donc, c'était le marché de taille pour l'électricité et aussi pour le gaz était libre et ils pouvaient choisir dès cette date déjà.
Et il y a une particularité dans le marché allemand qu'il faut bien savoir. C'est la première est qu'on a 4 gestionnaires de réseau d'électricité, de transport. C'est bien RWE, E.ON, puis Vattenfall et aussi EnBW. Il y a jusqu'à très récemment que EDF on avait une partie de EnBW. Et puis, on a environ 12 gestions de réseaux transport en gaz. Et on a beaucoup des gestionnaires des réseaux distributeurs, donc environ 800 en distribution électricité et 600 pour le gaz, beaucoup. Donc ça veut dire que l'Allemagne a aussi une distribution des responsabilités de régulation. Nous, la Bundesnetzagentur est responsable pour tous les réseaux, les gestionnaires de réseaux transport et aussi pour certaines des réseaux qui ont plus de 100 000 raccordés et aussi qui sont installés sur plus des territoires. Yeah, ça c'est important. Et pour les autres, ce sont des régulateurs régionaux ou en effet des régionales, ça veut dire pour les Länder. Yeah. Ça c'est la structure qui est un peu difficile et un peu quelquefois un peu compliquée, mais qui a aussi des avantages, par exemple pour le benchmarking, etc., etc. Je reviens sur ça. Donc, je vais entrer en Allemagne maintenant, en allemand pour faire les chiffres, etc. pour le marché. La production d'électricité a augmenté en 2010 pour atteindre 160 gigawatts et environ 30% sont produits à partir des énergies renouvelables et plus particulièrement à partir de l'éolien, à savoir 27 gigawatts, à partir de l'énergie solaire, à concurrence de 17 gigawatts. Nous avons encore une part assez importante de charbon dans la production d'électricité, à savoir 45 gigawatts sont produits à partir du charbon et du lignite. Cette production doit également être réduite si nous voulons tenir nos engagements concernant la protection de l'environnement. Avant la sortie du nucléaire, donc en 2010, jusqu'en 2010, nous avons produit 21 gigawatts à partir du nucléaire et du gaz. Et comme vous le savez, après la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011, nous avons décidé d'arrêter un certain nombre de centrales nucléaires. Et lorsque nous avons opté pour la nouvelle législation en 2010, cette décision a été définitivement entérinée. Des 17 centrales nucléaires, nous avons arrêté définitivement 9 centrales nucléaires. Nous avons là donc une perte de production d'électricité certaine, mais cette perte a pu être déjà compensée en partie par les énergies renouvelables. Cette sortie du nucléaire signifie que nous devons davantage faire appel à l'éolien, notamment par le biais d'installations de parcs éoliens
dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. Ceci demande évidemment des investissements conséquents. Par ailleurs, il faut restructurer, adapter les réseaux de transport d'électricité pour pouvoir intégrer, injecter les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. En effet, la production à partir d'énergies renouvelables est davantage décentralisée et beaucoup plus décentralisée que dans le cas de la production à partir du nucléaire et du charbon. Il faut donc restructurer les réseaux. Par ailleurs, en Allemagne, beaucoup de centrales nucléaires ont fourni notamment l'industrie dans le sud et dans le sud-ouest de l'Allemagne. Beaucoup de centrales se trouvaient dans ces régions du sud et du sud-ouest de l'Allemagne, des centrales qui ont été fermées, alors que la production éolienne se situe géographiquement surtout au nord de l'Allemagne, dans la mer du Nord. Il faut donc adapter les réseaux de transport et il faut renforcer notamment le transport de l'électricité à partir du nord de l'Allemagne vers le sud. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit, il faut restructurer le réseau pour pouvoir davantage intégrer les énergies renouvelables. C'est le défi le plus important qui se pose à nous en Allemagne après la sortie du nucléaire. Le problème qui en découle et qui fait que nous avons aussi de nouvelles missions. Pour ces deux aspects, les investissements nécessaires dans l'éolien en mer et les investissements nécessaires pour le réseau de transport, qu'est-ce que ça va représenter en termes d'augmentation de la facture d'électricité pour les Allemands? Nous avons procédé à certaines estimations et nous considérons, je ne vais pas vous donner ici des montants absolus, car en ce moment, comme en France, nous avons il y a des négociations avec les gestionnaires de réseau, des négociations qui portent sur des programmes à 10 ans. En Allemagne, nous avons présenté 3 scénarios différents, consultation avec les 4 grands gestionnaires de réseau, de transport, et les 3 scénarios se différencient essentiellement à partir de la part des énergies renouvelables. Donc, la variable de ces 3 réseaux dépend du mix énergétique. En effet, le volume d'investissement est très largement déterminé par ce mix énergétique, donc par la part des énergies renouvelables. Nous assurons en Allemagne une très forte promotion des énergies renouvelables pour ce qui est de leur production. Et c'est ainsi que nous avons déjà eu une progression nur für die Erneuerbaren von 2 Centimes Eurocent in 2011. Pour l'énergie renouvelable en 2011. Actuellement, le prix à payer par le consommateur est de 25,45 centimes par kilowatt et par heure. C'est donc la moyenne au niveau national, donc 25,45 centimes par kilowattheure. Mais je vous donnerai des informations encore plus détaillées ultérieurement. Nous avons donc une progression de prix de 200 cents entre 2010 et 2011. Mais nous misons
sur une progression des prix de 3 à 5 % selon le scénario choisi, donc selon le mix énergétique. Donc, augmentation probable de 3 à 5 % des prix au cours des années à venir. Nous avons en 2006 eu une part de 35% de la distribution dans le prix en 2006, aujourd'hui 20%. Donc nous avons pu réduire le prix à la distribution, mais étant donné que pendant le même temps, le prix à la production de l'énergie a progressé, nous n'avons pas eu de réduction globale des prix à la consommation. Mais en règle générale, en Allemagne, le consommateur peut changer aussi de producteur et de distributeur d'énergie. C'est une possibilité à laquelle les consommateurs font très largement appel. Nous avons aussi des consommateurs en Allemagne qui changent de fournisseurs et de distributeurs parce que tout simplement, ils souhaitent favoriser le développement des énergies renouvelables. Nous avons donc une partie de consommateurs qui est prête à payer plus cher son électricité à partir du moment où celle-ci est essentiellement produite à partir des renouvelables. Mais nous avons bien sûr de façon générale une augmentation des prix de l'électricité suite à la sortie du nucléaire. Je voudrais vous donner très rapidement aussi des informations concernant la part des différentes sources d'énergie, car ceci est très important pour nous comme pour vous. La production à proprement parler de l'électricité occupe environ un tiers du prix à la consommation, la part de la distribution environ 20%. Et la taxe pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire la taxe qui finance l'injection de l'énergie renouvelable. Et je pense que cela correspond en France au CRPS. En Allemagne, donc c'est un mécanisme comparable que nous appelons taxe EEG, à savoir taxe sur l'énergie renouvelable. C'est donc une taxe qui vise à promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable. Donc cette part entre pour 13,7% dans le prix à la consommation. Ces 13,7% sont appelés à progresser, à augmenter, puisque nous voulons promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables qui devraient passer de 30% à 80% dans le mix énergétique en 2025. Donc, date à laquelle les dernières centrales nucléaires devraient être fermées en Allemagne. La sortie du nucléaire a été décidée en 2011 et nous avons grosso modo encore 11-12 années devant nous pour fermer définitivement toutes les centrales nucléaires et pour opérer la restructuration de la production et de la distribution de l'énergie. En Allemagne, nous avons donc décidé de sortir du nucléaire et suite aux objectifs fixés au niveau européen concernant la lutte contre le réchauffement climatique et contre l'émission de CO2, nous devons en Allemagne
limiter encore la part occupée par les centrales au charbon. Nous devons fermer un certain nombre de centrales au charbon, soit définitivement, soit les remplacer par des centrales au charbon plus modernes qui émettent moins de CO2. Nous avons décidé de renoncer aux dépôts dans les couches souterraines du CO2 car on considère entre-temps que le fait de déposer le CO2 dans la terre a des conséquences négatives. Nous n'allons donc pas, dans un avenir proche, installer de tels réservoirs de CO2 qui seraient souterrains. Ce qui entre encore dans le prix à la consommation, c'est aussi la taxe qui doit être payée à la municipalité, étant donné que le distributeur doit lui-même payer cette taxe. Il s'agit de 6,5%. Puis, nous avons aussi des taxes, la fiscalité qui entre pour un quart dans le prix de l'électricité. C'est donc la taxe sur l'électricité et la taxe sur les revenus. Donc, si on additionne toutes les taxes qui doivent être payées à l'État et la taxe de subvention des énergies renouvelables, alors vous constaterez que ces taxes et cette subvention entrent pour 50% dans le prix de l'électricité. Reste donc 50% pour la production et c'est cette partie que nous régulons car notre agence n'est compétente que pour le réseau. La vente en gros. Oui, vous dites 50% pour la production, c'est en réalité, j'ai cru comprendre, 50% pour la production et la distribution. Ah oui, oui. Ouais, d'accord. Pardon. Wir haben also keine Zuständigkeit in Deutschland für als Regulierer für die also Erzeugungsebene noch für die la production ni pour la distribution, pour la vente, car nous pensons qu'il s'agit là de marchés qui doivent être soumis à la concurrence. Nur der Aufsicht der Kartellbehörde, also des Bundeskartellamtes, qui sont donc soumis au contrôle de l'Office des cartels. Et les prix finaux ne sont donc pas fixés, ces prix sont déterminés par le marché. Notre compétence vaut donc pour les réseaux de transport. Et comme je l'ai dit, donc les taxes ainsi que la taxe de subvention pour les énergies renouvelables entre pour 50% dans le prix final à la consommation. Si les prix devaient progresser de façon trop importante et de façon injustifiée, alors l'Office des cartels peut intervenir. L'Office des cartels peut contrôler pour voir s'il y a eu abus et intervenir. L'Office des cartels a donc cette fonction de contrôle des prix, une fonction qui a été renforcée en 2009.
donc avant la sortie du nucléaire. Ceci pour éviter une dérive des prix à la consommation. Il faut se rappeler qu'en 2009, la concurrence au niveau de la production et de la distribution n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Mais depuis 2009, l'Office des cartels n'a pas constaté d'abus ou de dérive des prix. J'ai dit au préalable que de plus en plus de consommateurs étaient tentés de changer de fournisseurs et de distributeurs. Et nous avons, en tant que régulateurs, édité un certain nombre de règles qui régissent ou qui normalise, standardise le changement d'un producteur-distributeur à un autre. Nous avons par exemple défini que si on veut changer de fournisseur, alors, il faut s'adresser au nouveau fournisseur. Il faut lui dire « Je souhaite changer de fournisseur » et c'est donc le nouveau fournisseur qui prend contact avec l'ancien fournisseur et qui convient du jour où se fera le basculement. Ce n'est donc pas problématique, c'est très simple. Ceci sécurise aussi le consommateur final puisque c'est le nouveau fournisseur qui doit convenir avec l'ancien fournisseur du moment du basculement du contrat. Et environ 6,5% des consommateurs ont déjà utilisé cette possibilité. Par ailleurs, beaucoup de consommateurs ne changent pas forcément de fournisseur, mais renégocient leurs tarifs avec leurs fournisseurs. C'est donc pas un changement de fournisseur, mais un changement de contrat pour obtenir des conditions plus avantageuses. Donc, ceci montre que les consommateurs connaissent leurs droits, qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent changer de fournisseur et utiliser cet argument pour renégocier de meilleurs tarifs avec leurs fournisseurs actuels. Il y a eu aussi un certain nombre de jurisprudences dans ce domaine qui veulent que les gestionnaires de réseau doivent présenter aux consommateurs les informations pertinentes en cas d'augmentation de prix. Si le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure d'expliquer aux consommateurs les tenants et les aboutissants d'une augmentation de prix, le client, le consommateur est en droit de refuser cette augmentation de prix. Ceci a donc beaucoup renforcé les droits des consommateurs. J'ai dit au préalable qu'en Allemagne, le marché avait été libéralisé de façon formelle depuis 1998, mais dans la réalité, cette ouverture s'est faite de façon très très lente. En effet, les possibilités de changer de fournisseur étaient extrêmement limitées, n'étaient pas prévues par l'Office des cartels et ceci a beaucoup freiné cette ouverture du marché. Le législateur a reconnu cette situation en 2005.
a reconnu que la seule présence de l'Office des cartels n'était pas suffisante pour opérer cette ouverture et donc le législateur a adopté en 2005 un nouveau paquet en 2005 et a confié à notre agence cette compétence supplémentaire qui est la nôtre maintenant, comme au même titre que la CRE en France. Et c'est ce qui fait que depuis 2005, nous avons aussi des compétences ex-ante. Ce fut un pas décisif pour pouvoir procéder à une meilleure régulation et pour procéder à l'ouverture des marchés. Désormais, donc, nos consommateurs ont la possibilité de changer de fournisseur. Ils utilisent cette possibilité et ceci est tout à fait à son avantage. Par ailleurs, nous contrôlons aussi les tarifs de réseau et nous avons pour ces tarifs une clé. Et depuis 2009, nous avons opté pour une régulation incitative, c'est-à-dire nous fixons un prix plafond qui permet d'amortir les coûts réels. Ceci concerne les coûts d'investissement, les coûts opérationnels et les coûts en capitaux, plus une rentabilité assurée pour les investissements dans les réseaux. Et nous déterminons ce prix plafond sur la base d'un benchmarking. Nous utilisons les niveaux de prix de tous les opérateurs de réseau. Puis nous fixons ce prix plafond et déterminons des taux de rentabilité que ces gestionnaires de réseau doivent réaliser. Car dans une situation de monopole, on n'a pas d'incitation à économiser des coûts. Et ceci permet de produire davantage de coûts. C'est ce que nous appelons le gold plating en anglais. Cette situation de monopole conduit à une situation de gestion non rentable. Il y a beaucoup de personnel, beaucoup de salariés qui jouissent de droits très importants. Donc en situation de monopole, tout ceci, tous ces coûts très importants sont un frein pour le marché. Nous avons voulu introduire donc en même temps cette concurrence sur le marché tout en incitant les entreprises à investir. Donc nous misons sur les deux, d'une part réduction des coûts, d'autre part incitation aux investissements. C'est pour cela que nous avons fixé donc ce prix plafond. Et l'incitation est la suivante. Si les gestionnaires sont plus rentables, sont plus efficaces que ce prix indicatif, alors ils peuvent garder pour leur poche la différence. C'est ce que nous avons décidé en 2009. Et cette année, nous sommes arrivés au terme de la première période de régulation pour les producteurs et distributeurs de gaz. L'année prochaine, nous serons arrivés au terme de la première période de régulation pour les producteurs d'électricité. Puis nous passerons donc à un deuxième plan quinquennal, entre guillemets. Donc ce que nous voulons, c'est en même temps favoriser l'efficacité
et la rentabilité des réseaux d'une part et d'autre part les investissements dans ces mêmes réseaux. Nous œuvrons de façon à ce que ces investissements soient rendus possibles par rentabilité, par retour sur investissement pour les gestionnaires de réseau. Les décisions sont prises par les gestionnaires de réseau qui peuvent donc amortir leurs investissements par le biais d'une meilleure rentabilité. Nous avons par ailleurs un certain nombre de programmes d'aide, de subventions, mais de façon globale et générale, les investissements doivent s'auto-financer. L'État n'apporte donc pas de part décisive pour ce qui est de l'amortissement des investissements. Nous avons par ailleurs, suite à la sortie du nucléaire, décidé de budgets d'investissement, de permettre ces budgets d'investissement en dehors de la base de régulation. Les gestionnaires de réseau sont en droit de bénéficier de nouveaux moyens pour investir dans les mesures d'adaptation des réseaux. Comme je l'ai déjà dit, la sortie du nucléaire pour nous ne pose pas de problème en ce qui concerne les investissements. Nous voyons que les gestionnaires de réseau eux-mêmes investissent très largement et nous avons aussi des fonds de pension qui investissent plus seulement dans des obligations d'État, mais qui souhaitent procéder à des investissements plus structurels qui garantissent un retour sur investissement. Donc, suite à la... Pardon, madame, c'est combien le prix plafond pour le réseau? Votre prix plafond? Das ist individuell, weil wir, wie gesagt, c'est réglé de façon individuelle. Nous avons 800 gestionnaires de réseau de distribution à 4 grands gestionnaires de réseau de transport et chaque gestionnaire se voit octroyer un taux d'efficacité. Puis, à l'aide d'une clé, on fixe le tarif. Le prix moyen pondéré a été en 2011 de 5,75 cents et en 2010, ce prix était de 5,81 centimes par kilowattheure. C'est donc la moyenne sur tous ces réseaux, une moyenne pondérée, mais comme je l'ai dit, ce prix peut varier en fonction des distributeurs. Comme je l'ai déjà dit, nous avons 800 gestionnaires de distribution qui gèrent des réseaux plus ou moins grands et au niveau supérieur, nous avons les 4 gestionnaires de transport. Donc, le prix que j'indique, à savoir 5,75 en 2011 et 5,81 en 2010 et en 2009, 6 centimes par kilowatt et par heure. Il s'agit donc de la moyenne, d'une moyenne pondérée sur de tous les gestionnaires. Donc, encore une fois,
Pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, nous ne voyons pas de problème au niveau des investissements, du financement. Nous pensons que les capitaux sont disponibles et avec 0,09%, nous avons un taux de rentabilité qui est assez attractif pour les producteurs d'électricité et de gaz, mais nous pensons que le problème le plus important se situe au niveau des délais de programmation et d'autorisation. À ce jour, en Allemagne, les programmations et les autorisations ont toujours été réalisées au niveau des Länder et non pas au niveau fédéral. Ceci peut vous paraître bizarre car en France, vous avez une organisation tout à fait différente, beaucoup plus centralisée. Ce qui, à ce niveau-là, a certainement des avantages. En Allemagne, nous avons donc un système fédéral. Il se peut que certains Länder aient déjà donné leurs accords, alors que d'autres sont en retard. Et nous avons donc constaté, suite à la sortie du nucléaire, qu'il fallait changer cette façon d'organiser la programmation et l'autorisation. Et nous avons donc maintenant, depuis 2011, confié la responsabilité de la programmation et de l'autorisation à notre agence par le biais d'une loi intitulée « Loi portant sur le développement du réseau ». C'est donc une nouvelle compétence qui nous a été confiée et qui vise à favoriser le développement du réseau et à dépasser tous les problèmes dus à la façon décentralisée dont fonctionne l'Allemagne. Nous pensons pouvoir, grâce à ce changement, réduire de moitié les délais de programmation et d'autorisation pour passer de 10 ans à 5 ans. Ceci devrait nous permettre de mieux gérer cette sortie du nucléaire, car le plus gros problème qui se pose, ce n'est pas le démantèlement des centrales et le développement d'autres capacités de production. Le problème réel qui se pose à nous, c'est le développement du réseau et l'adaptation des réseaux aux énergies renouvelables. Et c'est cette compétence qui a été confiée à notre agence. C'est cette partie-là qui forme réellement le noyau de notre activité maintenant. Sur la base du plan de 10 ans qui découle également du troisième programme du marché intérieur et du plan de développement des réseaux, basant sur cela, il y a également un plan des besoins fédéraux qui va également être élaboré et ce plan, nous voulons le finaliser vers la mi-2012 pour que les autres processus puissent se faire par la suite et que les autorisations puissent se faire par bloc. Ça, c'est le concept, c'est là-dessus que nous travaillons avec les GRT et il faut savoir que c'est assez complexe. Et nous espérons, comme par le passé, que la partie programmation, comment dirais-je, va être coordonnée et va se concentrer sur un minimum de coordination. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une discussion qui a cours comme quoi le changement du cap énergétique est certainement juste et porté également par une grande majorité, la plus grande majorité de la population, mais que également beaucoup de scientifiques disent également que de ce fait, il y a plutôt un recul qui se fait de manière à ce que maintenant on ne coordonne plus le marché, ce qui a été mis en place à travers la libéralisation et qu'on se dirige vers une économie planifiée. Et ça, c'est une crainte que nous avons, que également le président de l'Office des cartels vient également de thématiser. C'est pour cette raison que nous essayons de faire en sorte que les étapes qui sont nécessaires pour accentuer, accélérer l'extension du réseau
soit réduit au minimum. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir plus de planification. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. Je ne sais pas combien des questions que vous avez mentionnées, à combien de questions j'ai déjà répondu. Peut-être vous voulez encore poser vous-même des questions concrètes pour savoir où on en est. Oui, merci beaucoup. Ça a été très bien. Juste 2 secondes. Bon, nous avons bien compris le rôle du régulateur, qui a un rôle très important sur les problèmes de transport et beaucoup moins sur les problèmes de production et de distribution. Je tiens à le rappeler parce que je crois qu'il faut que les questions se concentrent sur les problèmes de transport. Monsieur le rapporteur, sur le questionnaire et... Non. Donc Madame a répondu sur l'ensemble, puisqu'elle a dit que le problème n'était pas la production, et qu'il y avait adaptation du réseau. Ce que j'ai besoin pour faire un parallèle avec notre situation en France, c'est quand vous parlez du réseau, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le réseau? Est-ce que c'est le réseau haute tension, c'est-à-dire le réseau de transport, ou est-ce que c'est aussi la distribution? Non. Le système allemand est totalement comme le système français. Le transport, sauf que ce n'est pas un transporteur, il y en a 4 grands en Allemagne, c'est notre réseau de transport. Et les réseaux de distribution, c'est comme ERDF chez nous. Là, pour bien comprendre... Ça... Merci Président. À ce moment-là, vous allez peut-être même me répondre avec l'aide de Madame Grobel. C'est les 5,75 centimes du kilowattheure. Ça correspond à quel réseau pour vous, Président? Et Madame Grobel. C'est le réseau haute tension ou le réseau de distribution, les 5,75? C'est une moyenne concernant tout, en fait, le transport et également le niveau du réseau de distribution. Et puis, il y a également un mécanisme de basculement. Oui, c'est ce qu'on appelle ce mécanisme de basculement. Ça veut dire qu'un certain parti des coûts, ou je reformule différemment, le coût arrive au niveau du transport et après arrive au niveau de la distribution s'il n'y a pas de régie municipale directe. À ce moment-là, le courant est transporté via le réseau de transport et via le réseau de distribution arrive au client final. Et l'utilisation du réseau de transport, en fait, au prorata également, on en tient compte au niveau du réseau de distribution pour qu'on n'impute pas les coûts à 2 fois. Ces 5,75 centimes, c'est une moyenne de tout qui se répercute dans les 20% justement du coût final consommateur. Je souhaiterais vous poser une question sur le droit de refus concernant l'augmentation des tarifs. J'ai bien compris que finalement l'ouverture du marché marche que relativement bien, puisque vous nous avez expliqué que K1, K1, c'était à peu près 6% de clients qui changeaient de fournisseur. En fait, nous savons très bien que chaque grand fournisseur reste un petit peu en situation monopole dans sa zone d'influence et dans les landes sur lesquelles il intervient. Donc c'est très difficile pour un client d'aller se fournir ailleurs. Par contre, vous nous avez bien expliqué que ce qui marchait mieux, c'est la renégociation du contrat avec son fournisseur. Le droit du refus m'a toujours intrigué. Je sais que ça existe, mais si un fournisseur globalement, ne va pas augmenter le prix de l'électricité pour un client, que ce soit un particulier, un industriel. C'est pour toute sa zone d'influence. Et si un fournisseur augmente les prix de l'électricité, c'est parce qu'il a des besoins d'investissement. C'est parce que, et notamment que vous avez évoqué, c'est parce que progressivement, il ferme ses centrales à charbon sale pour les remplacer par des centrales à charbon plus propres, ou pour remplacer par des centrales à gaz, ou pour remplacer par de l'éolien. Autrement dit, c'est parce qu'il y a des coûts de production et d'exploitation qui augmentent. On augmente pour tout le monde. Si un client veut exercer son droit de refus, et s'il obtient gain de cause, c'est-à-dire que pour lui le tarif n'augmente pas,
c'est très mauvais pour le fournisseur parce que tous les autres clients risquent d'adopter la même attitude. Comment ça fonctionne, votre droit du refus? Quelle est la marge de manœuvre? Jusqu'où ça peut aller? Je pense que ça fonctionne de la manière suivante. Nous calculons les coûts totaux, c'est-à-dire ce n'est que plus tard qu'on les répercute sur le kilowattheure. Mais lorsque nous calculons, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les coûts d'investissement, nous prenons les coûts d'exploitation et on fait un total. Et le gestionnaire de réseau est également l'institution qui également fixe le prix avec l'abonnement, prix kilowattheure, entre dans une formule. Tout cela est déterminé par le gestionnaire de réseau et qui connaît également la part de clients industriels qui, au préalable, avaient une certaine puissance de négociation, et ce qui faisait que les prix ou leurs prix étaient plus bas. On pourra donc négocier des prix plus bas. Ce qui fait que lui-même doit intégrer dans son prix qu'il va perdre des clients. C'est toujours un certain risque, un momentum de risque pour le gestionnaire de réseau. Il faut plus penser qu'à chaque fois, il y a toujours un certain bloc de coûts et que c'est quelque chose que le gestionnaire de réseau doit récupérer à 100%. D'abord, il doit calculer, le gestionnaire de réseau, comme quoi il va perdre des clients. Cela, il a donc déjà intégré en amont dans son prix. Et lorsqu'il voit qu'il finalement il perd plus de clients qu'il n'avait calculé au préalable, à ce moment-là, il ne lui reste à ce gestionnaire de réseau que de se focaliser sur les coûts, c'est-à-dire les investissements. Il y a différentes catégories de coûts, mais nous disons d'un principe également que les coûts de capitaux sont contrôlables. Et cela est très important. Nous disons également qu'il faut également que tu arrives à gérer tes coûts. Il ne faut pas seulement que tu peux augmenter tes coûts et quand les coûts augmentent, tu peux basculer ça sur les autres, sur le client. C'est-à-dire, il faut à ce moment-là, en tant que gestionnaire, tu dois influencer les coûts si le gestionnaire perd ses clients. Voilà la logique sous-jacente. En dernière conséquence, si tout le monde fait la même chose, forcément, il serait confronté à un problème. Mais alors, un autre a un avantage. Je pense qu'en fin de compte, ça s'équilibre. Et dans le prochain round, alors il devra à ce moment-là procéder à un nouveau calcul. Mais il y a une chose qu'il faut dire clairement. Nous avons différents gestionnaires de réseau qui se sont regroupés, qui se sont fédérés, parce qu'ils peuvent dire que oui, bon, 800 gestionnaires de réseau, ce n'est pas efficace du point de vue économique. Même s'ils produisent de manière efficace et rentable, ils sont quand même en dessous de ce qui est viable économiquement. Et ça, c'est également un effet. Donc, la consolidation a lieu, qu'il y a des regroupements entre gestionnaires de réseau qui ont eu lieu, parce que de toute façon, plusieurs réseaux ont toujours des avantages de coût. Et en fait, si on se regroupe, on arrive à produire ces avantages en termes de coûts. Et ça s'est présenté. Ce type de régulation a eu lieu. Et cela inclut également le fait qu'il y ait des gestionnaires de réseau qui quittent le marché ou qui fusionnent entre eux. Et cette régulation incitative repose sur le concept comme quoi les coûts, surtout les coûts inefficaces ou non rentables finalement, soient supprimés. Cela intègre également cela. Ça intègre lorsqu'il y a un mauvais investissement a été fait, le gestionnaire de réseau ne peut pas impérativement s'attendre à ce qu'il va récupérer ses coûts. Ça, c'est le point crucial. Il se peut que finalement, il sera confronté à ses coûts parce qu'il a été inefficace, il a mal géré, comme c'est le cas pour certaines entreprises également. Nous avons beaucoup de réserves, ça j'aimerais le dire également. On a trop de réserves, ça c'est mon opinion d'économiste, parce que justement ce risque a été constaté
constaté, il y a beaucoup de réserves. Mais on ne peut pas exclure, et il y avait également le cas d'un gestionnaire de réseau qui s'est complètement retiré du marché ou a fusionné avec un autre pour avoir une taille économique plus rentable. Et ça, c'était un effet escompté, c'est que du point de vue de la gestion, on arrive à des tailles minimum plus intéressantes parce que les 800 gestionnaires que nous avons en Allemagne, cela également pour des raisons historiques qui existent. Chaque commune, chaque ville avait son réseau, avait sa régie municipale et du point de vue de la gestion économique, ce n'était pas à chaque fois efficace. Et pour nous, c'est quelque chose que nous avons fait consciemment, c'est-à-dire que ce secteur des réseaux, en raison de la régulation incitative, au total, a été rendu plus efficace. Et les gestionnaires de réseau vous diront autre chose. Après, tu appelles gestionnaires de réseau, ce sont les distributeurs locaux, oui, on est bien d'accord. Mireille Schurch. Comment ils appellent les personnes, les réseaux de transport, les 4, comment ils sont appelés? C'est les 4 grands transporteurs. Hein, elle l'a cité tout à l'heure. Non, non, pas le nom, mais comment vous les appelez? Parce que si, les transporteurs, c'est comme transporteurs. Transporteur. Mireille Schurch. Merci. J'ai plusieurs questions. La première question, vous avez dit que 5,75 est une moyenne. Est-ce que vous pouvez nous donner les écarts de prix? Ensuite, est-ce que ces écarts de tarifs sont différents? Bien sûr, j'ai compris, selon les gestionnaires, mais aussi, est-ce qu'ils sont un peu fonction des lenders? Et vous avez expliqué que comme on va abandonner le nucléaire et se mettre sur l'éolien, il va falloir complètement restructurer le réseau. Ce qui veut dire qu'il y a des régions qui vont se trouver plus éloignées maintenant des centres de production. Et est-ce que vous constatez que dans des régions éloignées, le tarif est augmenté et donc on arriverait à une disparité géographique du tarif? Ma question, si j'ai bien compris, il y aura des investissements faits par des gestionnaires de réseaux différents. Ce qui veut dire que la propriété des réseaux appartient à des gestionnaires différents. Est-ce qu'il y a des difficultés ensuite pour utiliser le réseau d'un concurrent? Comment vous réglez cette question? Est-ce que votre autorité le suffit ou est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'il y aura des conflits entre ces gestionnaires pour, quelque part, gêner la concurrence d'arriver sur un réseau qui n'est pas le sien? Et ma dernière question, mais ça c'est parce que je ne connais pas, quelle est la part de l'électricité dans le chauffage en Allemagne? Concernant la première question, je peux vous présenter en fait l'éventail. C'est entre 3 et 12 centimes. Mais ça, je vais encore envoyer quelque chose au secrétariat pour donner le chiffre exact parce que je dois vérifier cela. Ce delta ou cet éventail, je peux vous le donner plus tard. Jusqu'à présent, il s'est avéré qu'au niveau régional, qu'on a un plus grand décalage au niveau régional. Mais ce n'est pas non plus quelque chose à exclure. Le niveau de la rémunération dépend en fin de compte de la taille également du réseau, combien il y a de clients qui sont par exemple raccordés au réseau et des coûts d'enfouissement par exemple, de tranchées qui doivent être faits. Et ça dépend si vous trouvez en ville, si vous êtes à la campagne, si vous êtes au nord où le pays est assez plat ou si vous trouvez plutôt dans le sud de l'Allemagne où vous devez passer à travers, creuser à travers les Alpes par exemple. Ça dépend vraiment, c'est très différencié. Il y a des particularités régionales dont il faut tenir compte.
Et lorsqu'un land est très homogène, à ce moment-là, ce n'est pas toujours le cas en Allemagne. À ce moment-là, on arrive à couvrir les coûts. Dans le Schleswig-Holstein, au nord, c'est-à-dire près de la mer du Nord, là, il faut savoir que le pays est en général plus plat qu'en Bavière, dans le sud, avec ses monts, et dans le sud-ouest, par exemple. Mais également dans le Schleswig-Holstein, il peut y avoir également des régions où le coût sont plus élevés que, par exemple, en Bavière, à Munich. À Munich, il peut être assez abordable parce que vous avez également une forte densité que de creuser, c'est-à-dire les coûts des réseaux dépendent également de la densité, également de la longueur et de combien de câbles vous pouvez avoir dans une tranchée. C'est le cas également dans les nouveaux réseaux de télécommunications. D'après notre règlement, il faut qu'on tienne compte d'un grand nombre de paramètres qui puissent influencer directement les coûts. Ce qui veut dire que ça varie en fonction, ou le plus grand paramètre qui influence cela, ce sont les particularités géologiques, géographiques et si c'est homogène, à ce moment-là, les rémunérations de réseau et les transports sont également homogènes. Voilà, ça c'était la première réponse. Deuxième réponse, c'est l'accès au réseau. Et là, c'est un accès au réseau réglementé, pas comme par le passé, donc négocié, où le problème que vous avez dit pouvait arriver, c'était jusqu'en 2005, où les gestionnaires avaient négocié. Ceux-là ont également négocié le prix. Et en fin de compte, c'était pas vraiment viable économiquement. C'est pour cette raison qu'on a mis en place cette procédure ex ante qui est également prévue dans les directives. Cela veut dire que nous, on peut obliger à ce qu'il y ait un accès au réseau qui soit donné. Dans la loi, il est dit, et je pense que dans la loi française, il est stipulé la même chose, comme quoi il y a un droit à l'accès au réseau, ou à l'inverse, quelqu'un qui a un réseau doit accorder un accès à son réseau. De principe, c'est impératif. Puis la seule chose dont il puisse s'agir, ce sont les rémunérations. Mais là, nous avons également voir au chapitre. Si quelqu'un refuse l'accès au réseau, l'autre peut s'en plaindre. Et nous avons à ce moment-là les compétences d'imposer donc cet accès au réseau. Ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Et ça, c'est une grande différence par rapport à avant, où il n'y avait que seulement l'accès au réseau négocié. En fait, la régulation en Allemagne a commencé en 2005. Depuis ce moment-là, l'accès au réseau est réglementé et nous avons ex ante une régulation de la rémunération des réseaux qui sont concentrés sur l'efficacité. Voilà le point déterminant. Ce qu'on peut donc vraiment obliger à ce qu'on accorde cet accès. Il peut y avoir des conflits, mais à ce moment-là, nous sommes l'autorité qui doivent résoudre ce problème. J'ai oublié par contre votre troisième question. Pardon, je m'en excuse. Vous en aviez encore une troisième de question? Je veux avant vous dire, est-ce que, par rapport à votre réponse, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aller vers une péréquation du tarif, de façon à ne pas infliger une double peine aux régions les plus montagnardes et les moins denses? Est-ce que c'est en discussion en Allemagne, car l'écart de prix est extraordinaire? La dernière question était, quelle est la part de l'électricité dans le chauffage en Allemagne? Non, en fait, nous fixons les rémunérations sur la base des coûts. Et lorsque les coûts sont différents, à ce moment-là, ça se reflète également dans les rémunérations que nous accordons, dans les tarifs que nous accordons. Et nous voulons, justement, nous ne voulons pas d'un tarif uniforme. Au niveau de l'électricité, c'était jamais non plus une revendication, comme quoi nous avions à chaque fois 800 différents réseaux, ce qui est surprenant, à l'inverse de ce qu'on constate dans le secteur de la télécommunication, où il y a un grand gestionnaire ou opérateur, où il y avait fixé par l'État toujours un seul tarif homogène, et on s'attendait aussi qu'il y ait seulement un tarif homogène. Ce n'était jamais le cas dans l'électricité, parce qu'il y a toujours eu
des fournisseurs locaux et chacun savait que les prix étaient différents. Et c'est pour cette raison que pour le secteur de l'électricité, et c'est intéressant, en Allemagne, cette discussion n'a pas lieu d'être. Il y a également une règle qui chapeaute les autres, qui découle directement de la Constitution. Il faut savoir que la loi plutôt fondamentale allemande dit que, en fait, il faut vérifier arriver à ce que les conditions de vie soient homogènes, et les coûts soient homogènes. Mais dans le secteur de l'électricité, à l'inverse du secteur de la télécommunication, ça n'a jamais abouti. Je pense que les gens sont tout simplement habitués, comme quoi il y a un gestionnaire local ou un fournisseur local, et pour eux, c'était quelque chose qu'ils imputaient directement au coût de la vie traditionnelle. Pour eux, ça ne les dérangeait pas. Et ça ne mène pas vers une discussion en Allemagne concernant ces différences. Bon, on discute certes lorsque l'électricité augmente, mais on ne discute pas des différences de prix en Allemagne. Et puis également, une réponse que nous connaissons du secteur des télécommunications, c'est qu'en principe, si on a un prix uniforme, ça ne tient pas compte des coûts, parce qu'un coût unique ne peut pas refléter les différences de coûts non plus, c'est pas possible. Et ce que l'économiste dit toujours, dans la ville, je paye également plus de loyer, et également je suis plus près, j'ai également d'autres avantages, et si à l'inverse, j'habite en rase campagne, et lorsque j'ai les avantages d'un loyer plus faible, ou lorsque j'ai par exemple ma propre maison parce que j'habite à la campagne, à ce moment-là, j'ai peut-être des coûts de transport plus élevés. Et ça, c'est en fait la normalité. C'est comme ça que se répercutent des préférences différentes. Je ne peux pas vous donner la quote-part, mais je vais regarder de plus près. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est nettement plus faible qu'en France. En Allemagne, pour la partie de chauffage électrique, on chauffe beaucoup moins avec l'électricité que c'est le cas en France, mais je vous donnerai les chiffres exacts. La péréquation n'existe pas en Allemagne. Jean-Claude, la péréquation, qui est une des particularités de la généralité française, n'existe pas en Allemagne et n'existe quasiment nulle part en Europe. Jean-Claude. Oui, madame. Vous avez dit que pour la suite de la sortie du nucléaire, vous serez amené donc à restructurer le réseau de transport. En particulier, j'ai pu comprendre que beaucoup d'électricité qui venait du sud, maintenant viendra du nord. Il faudra injecter également les sources d'énergie. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que ces lignes de transport vont être construites en aérien ou en souterrain? Et si elles sont construites en aérien, est-ce que vous avez eu des difficultés à les implanter et à les construire? Oui, c'est une question d'actualité en Allemagne qui est intensément discutée. Nous aurons les deux formules. À ce jour, on a surtout utilisé le transport aérien, mais différents Länder préconisent l'enfouissement des câbles, ce qui induit évidemment des coûts supérieurs, 6 fois supérieurs, et ces coûts, ce surcoût doit évidemment aussi être intégré et reconnu. Deux éléments. D'une part, notre autorité de régulation a incité les différents Länder à se pencher sur la question, notamment parce que nous aurons à faire face à un surcroît de coûts pour l'énergie suite à la sortie du nucléaire. Le fait d'enfuir les câbles, évidemment, renforce encore cet aspect. Entre-temps, on a également constaté que l'enfouissement n'est pas forcément plus écologique. Si vous enfouissez un câble de 380 kW, alors plus rien ne pousse, car ce câble
dégage une tension, une chaleur. Et cette constatation incite évidemment à reconsidérer le problème et on commence à se dire que le fait d'utiliser un transport aérien serait non seulement plus économique, mais peut-être aussi plus écologique. On a souvent prétendu que le transport aérien n'était pas écologique. Je ne sais pas ce qui justifie cette constatation. Nous n'avons aucune étude scientifique qui met en évidence que le transport aérien de l'électricité pèse sur l'environnement. Ceci me rappelle aussi toute la discussion qui a eu lieu concernant les émetteurs des téléphones mobiles. Les coûts progressent de toute façon suite donc à l'adaptation des réseaux et je pense que cela pèsera aussi sur le choix du transport aérien ou souterrain de l'électricité. Votre deuxième question, actuellement nous organisons des réunions avec les citoyens pour leur expliquer les mesures et l'évolution à venir. J'ai dit au préalable qu'il existe une très large majorité dans la population qui s'est prononcée en faveur de la sortie du nucléaire. Mais lorsque, évidemment, on installe une ligne de haute tension à proximité de certains villages, ceci suscite des réactions. Tout le monde dira on veut bien, mais pas chez moi. Et c'est précisément pour essayer de convaincre ces citoyens que nous organisons ce type de rencontres et nous leur faisons valoir qu'il faut faire des choix. On ne peut pas en même temps renoncer au nucléaire et renoncer aux autres installations. C'est comme lorsqu'il s'agit d'opter pour la création d'un aéroport. Il faut toujours peser le pour et le contre, mais nous espérons par ce travail d'information pouvoir convaincre nos citoyens afin qu'ils acceptent cet agrandissement de réseau. Très souvent, des projets de par le passé ont été contrecarrés parce que les citoyens ont protesté contre les projets et c'est pour cela que nous essayons vraiment très en amont maintenant d'informer les citoyens, de leur expliquer la situation, de leur montrer quelle pourrait être l'évolution future et surtout aussi d'intégrer leurs propositions parce que parfois les citoyens nous disent il suffit de déplacer les poteaux de 5 mètres à droite ou à gauche pour éviter un certain nombre de conséquences négatives. Et nous essayons donc de mettre l'accent sur ce processus interactif, participatif. Nous essayons de tenir compte aussi des propositions et des idées des citoyens. Not in my backyard. Not in my backyard, yeah. Bon, Madame Grobel, vraiment, je vous remercie beaucoup. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. Pour revoir cette audition, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.